Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de la FCPQ en direct. Après une brève relâche la semaine dernière où on a dû annuler la présentation. Alors ce soir, on a du contenu pour vous. On a même une invitée pour vous. Alors, en cette édition du 2 décembre, on a le plaisir d'avoir avec nous Stéphanie Dionne de l'École branchée. Alors, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole tout de suite à Stéphanie. Hey, bonsoir! Je suis vraiment heureuse d'animer ce rendez-vous de la Fédération des comités de parents en direct sur ce thème qui me passionne particulièrement, être parent à l'ère du numérique. Wow! Hein? Quel grand défi de vie! En fait, être parent, juste ça, ça comporte son lot de stress, c'est déstabilisant. On apprend à jouer ce rôle-là en même temps que notre enfant grandit. On agit instinctivement, on se documente ou on se fait accompagner dans des moments où on est plus ou moins certain de comment agir pour le bien-être de notre enfant. On fait de notre mieux, quoi. Et là, quand on dit être parent à l'ère du numérique, et ça apporte une foule de nouvelles préoccupations. On parle aujourd'hui de cyberdépendance, d'accès à la pornographie à très jeune âge, de programmes e-sport qui commencent à voir le jour dans les écoles, en parascolaire ou en programme sport-études. Ça nous questionne. C'est quoi l'impact des écrans sur le développement du cerveau? Et ça crée souvent beaucoup de conflits dans nos dynamiques familiales. Puis à un moment donné, on finit par penser que tout ce qu'on vit, toutes ces préoccupations-là, c'est à cause du numérique, tous les conflits. Mais est-ce que c'est mal? L'ère du numérique, là, c'est là pour rester, ça fait partie de nos vies. Il n'y a plus un domaine professionnel dans lequel on n'utilise pas le numérique pour réaliser ou accomplir des choses qui sont extrêmement importantes pour le bien-être de notre société, pour l'avancement, puis résoudre des situations complexes d'aujourd'hui. Donc, c'est pas là pour disparaître. Et pour moi, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur contexte que celui d'être parent à l'ère du numérique pour nous permettre de développer nos liens parents-enfants. Moi, je me présente un peu. Je suis mère de 3 enfants. J'ai 12 ans d'expérience, donc je suis nouvellement mère d'un adolescent. Et je sais que j'en ai encore beaucoup à apprendre avec lui. J'ai 15 ans d'expérience dans le domaine du numérique éducatif. Puis aujourd'hui, j'ai le bonheur de travailler avec l'École branchée. Hervé en a glissé un mot un petit peu plus tôt. L'École branchée, c'est un média qui va former, qui va informer les enseignants sur les nouvelles approches du numérique, sur les nouvelles approches pédagogiques et sur l'intégration du numérique. J'ai le bonheur également depuis 1 an de faire partie de cette belle équipe de l'École branchée sur la famille, qui est née d'un constat et d'une union de 3 femmes ayant une expertise complémentaire, dont je nomme Julie Bordelot, Judith Cagelet aussi, avec qui j'ai le bonheur de travailler sur l'École branchée sur la famille. Et ce même constat qu'on a partagé, c'est le besoin de créer une alliance entre l'école et la famille à l'ère du numérique pour la réussite puis le bien-être des jeunes, bien entendu. Et moi, mon expertise plus particulière, elle vient de ma formation en programmation neurolinguistique. Et j'ai dédié ma formation et ma pratique sur les ingrédients qui nous permettent de développer des relations harmonieuses. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le développement de la relation harmonieuse entre l'adulte et l'enfant ou entre les 2 adultes pour avoir un impact positif sur le développement et le bien-être d'un jeune. Donc, j'ai aujourd'hui cette conviction profonde-là que c'est à nous, en tant qu'adultes, que revient le rôle d'accompagner les jeunes à l'ère du numérique. C'est à nous de développer nos liens avec eux, rencontrer leur monde, parce que souvent, on va penser que
qui sont nés avec le numérique, mais ils ont tant à comprendre sur eux-mêmes, ils ont tant à comprendre par rapport à l'usage responsable, au développement de leur citoyenneté responsable et éthique à l'ère du numérique. Mon objectif ce soir, là, c'est de vous inspirer et de vous outiller à développer une culture de communication avec vos jeunes. Parce que j'y crois profondément, c'est au travers de cette relation-là que vous allez avoir avec vos jeunes qui va être teintée de plein d'ingrédients qui vient de votre unicité de parents à vous, mais certainement de bienveillance, que vous allez être en mesure de définir les normes, les règles de vie qui vont être saines pour vous et pour vos jeunes, en fonction de votre réalité, en fonction des besoins de vos jeunes. Et donc, pour ce faire, je vais partager avec vous un modèle de communication, une façon de commencer à raisonner, parce que à raisonner, c'est se questionner puis prendre des actions pour définir les règles. Parce que l'autorégulation, l'usage sain du numérique, bien, ça vient rarement tout seul. Il y a un adulte bienveillant, il y a des gens autour de nous qui nous l'apprennent quand on est des jeunes. Donc là, aujourd'hui, comme adulte, c'est ce que je veux vous accompagner pour que vous puissiez développer cette dynamique de réflexion et d'action qui va vous amener vers un dialogue avec votre jeune. Donc, je vais vous montrer, je vais partager mon écran avec vous pour vous présenter le modèle de communication que je vous invite à réfléchir et à mettre en action avec vos jeunes. Puis par la suite, je vais vous diriger vers un site vraiment extraordinaire, puisque j'ai le bonheur de travailler dans le milieu de l'éducation avec des enseignants extraordinaires, des équipes de conseillers pédagogiques qui s'y intéressent à ces questions-là à l'ère du numérique. Et on va aller sur leur site pour écouter une capsule qui ne laisse, je pense, personne indifférent, mais qui explique bien la raison et l'importance pour laquelle on est invité à ouvrir le dialogue avec nos enfants dans le contexte du numérique. Alors, je vous partage l'écran. Ce que je vous propose, c'est de le faire en 3 temps. J'aime beaucoup qu'une démarche soit simple et pour moi, il y a tous les ingrédients nécessaires qui sont là pour arriver à développer des règles de vie au sein de sa famille pour que ce soit efficace, compréhensible puis que ça réponde aux besoins de tout le monde. La première étape, c'est de se questionner. Au travers d'une situation que vous trouvez, par exemple, irritante, désagréable, conflictuelle, souvent, on va me nommer les moments où on parle, où nos enfants sont branchés sur leurs écrans puis qu'on a de la difficulté à les inviter à développer d'autres intérêts, d'autres passions. Et la première question que je vous invite à vous poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je souhaite sincèrement pour mon enfant? Et ça va vous permettre d'avoir une intention très claire, très précise pour lui. Vous allez tout simplement ouvrir le dialogue avec cette intention qui est claire-là. Et je vous invite à la nommer à votre enfant. Ce que je souhaite sincèrement pour toi, c'est que tu puisses t'épanouir puis découvrir plein de passions ou de talents. Puis ce que je vois, c'est que tu es souvent sur ton écran, puis en ce moment, il y a presque uniquement ça dans ta vie. Après avoir nommé la situation puis ce que vous souhaitez pour votre enfant, ouvrir le dialogue, pour moi, c'est aussi apprendre à questionner son enfant dans la bienveillance. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce que tu aimais faire qui maintenant, tu n'as plus la chance de le faire parce que ce qui occupe ton quotidien, c'est les jeux vidéo, les réseaux sociaux, plein de choses qu'ils peuvent faire finalement avec les écrans et avec les outils numériques qu'ils ont. Et ça va vous permettre de comprendre, de découvrir, de connaître leur monde, de voir sont où leurs enjeux à eux. Puis après, en fonction de ce que vous souhaitez vraiment, définir la règle de vie, là, c'est votre responsabilité à vous, à nous, comme adultes. Donc, après avoir eu un échange avec votre enfant, c'est quoi la règle de vie que vous souhaitez établir pour que ce soit cohérent avec vos valeurs?
Pour nous, l'heure du souper, c'est un moment d'échange, de partage. Tout le monde est invité à déposer son écran sur un comptoir ou à l'entrée de la maison. C'est à vous de le déterminer ce qui convient le mieux pour votre famille, pour vos enfants. Et ça, c'est au travers d'un dialogue que vous allez comment je pourrais dire? Parce qu'au travers de cette dynamique-là, ce qui est l'enjeu ou la problématique souvent qui retarde la mise en action de ces règles-là, bien, c'est la crainte de devoir affronter des conflits puis de vivre les résistances. Mais c'est normal de vivre ces résistances-là parce qu'on est en train de mettre des normes qui sont saines, des normes qu'on va positionner dans une situation dans laquelle on voit qu'il peut y avoir des risques pour le développement, l'épanouissement de nos enfants. Donc, c'est extrêmement sain. Puis dans le dialogue, il y a nécessairement une étape où il va y avoir de l'opposition de nos jeunes. Puis ça, je pense qu'on est en mesure, comme adulte, de l'accueillir, puis de dire, on va commencer par mettre ces normes-là. Puis éventuellement, si on a à les changer, pour X raisons, parce que toi, comme adolescent, parce que là, je vais contextualiser un peu l'échange, parce que souvent, les adolescents vont nous demander un peu plus de latitude, de leur faire confiance. Mais on peut commencer dans un entre-deux, puis après ça, élargir en disant, OK, ça s'est super bien passé. On pourrait se donner un peu plus de latitude, étant donné que je vois que ce que je souhaite pour toi, tu le mets en action, puis ça va super bien. Donc ça, c'est ce que je vous propose vraiment de commencer à réfléchir. Quand vous voyez qu'il y a une situation qui est irritante, qui est répétitive, prenez le temps d'observer cette situation-là. Puis au travers de cette situation-là, questionnez-vous sur ce que vous souhaitez sincèrement pour votre enfant. Puis la deuxième étape, moi, je vous propose d'ouvrir le dialogue dans le moment qui correspond à cette situation-là. Si c'est par rapport à l'heure du souper, bien, allez ouvrir le dialogue avec vos enfants à ce moment-là. Nommez la situation, nommez ce que vous souhaitez sincèrement pour lui, puis questionnez en lien avec la situation pour voir où est-ce qu'ils se positionnent, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qui pourrait les aider comment je pourrais dire, à être davantage en cohérence avec les valeurs familiales que vous souhaitez mettre en place. Puis définir la règle de vie, vous n'êtes pas obligé de la définir à ce moment précis-là. Le temps, vous voyez la petite baguette magique en haut de mon diagramme sur installer la culture de communication, il n'est pas là pour rien. Le temps va vous aider à trouver les meilleures options pour vous. Et dans le vrai contexte de la vie, au fur et à mesure de votre expérimentation, osez laisser de la place puis vous ajuster. C'est comme ça que vous allez réussir à installer non pas seulement une culture, mais toute une dynamique de communication à l'ère du numérique, parce que souvent, c'est ces enjeux-là qui nous préoccupent le plus et il est important d'ouvrir le dialogue. Vient le moment où je vais vous partager cette vidéo qui vient de la part de la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, réalisée en partenariat avec le RICI, qui est des conseillers pédagogiques extraordinaires qui, depuis plusieurs années, s'intéressent à l'intégration des technologies en lien avec la pédagogie. Et ils ont créé un site incroyable où ils vont parler de favoriser un dialogue constructif. C'est disponible à tous les parents en ce moment. Et ça s'adresse directement à vous avec des pistes de questions par la suite. Moi, je vais vous faire écouter le témoignage d'un parent dans un contexte de sextage. Alors, je vous laisse écouter. Bon, on était en train de préparer le souper. Puis, on a demandé à ma fille de venir souper, puis elle répondait pas. Elle venait pas. Puis, elle était dans sa chambre, puis elle pleurait, puis on comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Puis, à force d'y aller, puis une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, elle a craqué. Puis, elle s'est mise à nous
à nous expliquer qu'est-ce qui se passait. Pour une raison qu'on comprend pas. Elle avait envoyé des photos d'elle nue. Et puis ces photos-là se sont comme un peu propagées. Donc, dans la classe, ça a donné lieu à de l'intimidation. On a travaillé fort cette soirée-là pour essayer de trouver le numéro de téléphone des parents pour leur parler, pour essayer de s'assurer que ça arrête, essayer de garder le contrôle sur ces photos-là, essayer de trouver le moyen de les effacer. Notre première action, ça a été de l'écouter, de parler avec elle, de pleurer avec elle, puis de la rassurer qu'on était là, et puis qu'on mettrait tout en branle pour essayer que ça arrête, que ça stoppe. Elle se refermait beaucoup sur elle-même. C'était difficile de créer un contact avec elle. Le seul point positif que je vois, c'est que cette soirée-là, les larmes et la surcharge a comme ouvert la conversation entre nous. Chaque conflit, il y a deux côtés à la médaille, tu sais. Fait que là, à force de parler, bien, on se rendait bien compte que notre fille avait eu aussi des agissements qui étaient peut-être pas corrects. Puis, ben, c'est juste que la réaction du garçon, ça a été d'aller vers ce chemin-là, mais la diffusion de ces images, mais ça nous a permis aussi d'avoir une conversation sur comment se parler entre nous. Ça a dû être très, très dur pour elle dans le quotidien à l'école parce que tant qu'ils s'échangeaient les photos puis qu'ils étaient méchants l'un envers l'autre, ça restait une conversation privée. À partir du moment où la conversation s'est ouverte à d'autres personnes et que là, l'école au complet savait qu'elle ne pouvait plus se cacher. Fait qu'elle avait deux choix. Soit mourir de honte ou se tenir debout puis faire, moi je l'ai fait l'erreur, là. Faites donc pas comme moi. Faites donc pas comme moi. Ça prend des balises. C'est difficile des fois de faire comprendre à notre fille, là. Je veux dire, je pense que c'est le propre de l'adolescence que de s'imaginer que la liberté, elle existe pour être capable de te garrocher partout. Mais en même temps, s'il n'y avait pas de feu rouge aux lumières, notre cerveau, il réagit au feu rouge. On est conscient que la limite est là. C'est la possibilité du danger. Fait que donc, on arrête à cause de ça. Fait qu'il faut juste leur apprendre à... C'est pas tout le temps facile, par exemple, mais bon. Ça laisse personne indifférent, et ça arrive. Il y a une foule de situations complexes dont nos enfants font face, finalement, à différents âges. Puis dans ce témoignage-là de ce père-là nous a partagé, j'ai noté plein de choses qui sont extrêmement importantes. D'abord, quand il a dit que sa fille ne venait pas pour manger, il dit on est allé une fois, on est allé deux fois, on est allé trois fois, puis à force d'y aller, elle a fini par parler puis nous ouvrir. Puis il a dit par craquer. Mais c'est notre rôle à nous d'ouvrir le dialogue. C'est notre rôle à nous d'ouvrir la porte, d'y retourner. Peu importe si ça se passe dans la même soirée ou si ça se passe dans la même semaine, c'est à nous d'ouvrir ces zones d'échange, de dialogue et de communication. Et il a fini par avoir la vraie discussion. Et fort probablement, je vais dire ça comme ça, si on en juge par la façon dont il nous a partagé son histoire, fort probablement qu'il était dans un état de bienveillance quand il allait voir sa fille pour savoir ce qui se passait, parce qu'il ne comprenait pas, mais il voulait savoir. Puis il a dit notre premier réflexe a été de l'écouter. Après ça, de pleurer avec elle.
puis de la rassurer qu'on allait être là. Ce que nos enfants ont besoin de savoir, c'est qu'on va être là. Puis des fois, on les a pas toutes les réponses, mais ce qui est important, c'est d'écouter puis d'accueillir ce qui se passe. Si on a pleuré avec eux, on va pleurer avec eux, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va les rassurer puis on va leur dire qu'on est là. Après, c'est à nous comme adultes de faire, OK, c'est quoi nos options? Quelles sont nos ressources? Vers qui on peut se tourner? Comment on peut l'aider pour l'accompagner? C'est sûr qu'au travers de l'échange puis de la discussion avec sa fille, il s'est rendu compte à quel point ses agissements étaient pas corrects. Puis là, c'est important, puis c'est dans toutes les différentes situations. Moi, je nous invite comme parents à éviter les jugements. Ça a été l'expérience pour plein de raisons de nos enfants, mais si on juge, on moralise ou qu'on devient punitif, on s'éloigne d'eux. Fait que de rester vers, maintenant que tu as commis une erreur ou que tu as cette situation-là devant toi, c'est quoi nos options? Puis lui, il a dit, bien, soit elle mourrait de honte, soit elle se tenait debout. Puis il a dit, bien, elle s'est tenue debout. Fait que ça, pour moi, c'est wow. C'est exceptionnel comme accompagnement. Puis ce qu'il a dit, ce père-là, à la fin, c'est mettre des balises. Puis mettre des balises dans des situations comme ça, dans des complexes, bien, j'ai envie de vous partager une deuxième capsule. Je vais prendre le temps de la regarder parce que c'est les propos d'un conseiller pédagogique qui est au développement de la personne, exceptionnel par rapport à sa façon de partager qu'est-ce qu'un enjeu éthique, puis de quelle manière on peut l'aborder. Parce que pour moi, ce qui reste important dans un enjeu éthique, c'est de prendre une décision face à la situation qui va me permettre d'avoir un impact positif sur moi puis un impact positif sur les autres. Donc, comment je le fais? Je vais vous partager mon écran encore une fois. Voilà. Monsieur Benoît Petit. Dans le fond, la réflexion éthique, c'est une démarche qui est intellectuelle. Hein? Souvent, en morale, à l'opposé, on est plus impliqué affectivement. On veut défendre un point de vue, une valeur, une norme ou des normes, mon échelle de valeur de normes, alors qu'en réflexion éthique, on va s'intéresser à un ensemble de points de vue. Pour arriver à faire ça, ce qu'on a besoin de faire, c'est de décrire des situations de façon neutre, le plus possible. Donc, avec des questions toutes simples qu'on utilise dans toutes sortes de disciplines, hein? Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Donc, on essaie de décrire les situations qui posent problème le plus factuellement possible et en essayant de mettre en valeur les éléments qui sont présents dans cette situation-là. Une autre partie de la réflexion éthique, c'est celle de s'intéresser au point de vue. On sait qu'il y a plusieurs acteurs souvent. Ce qui fait qu'il y a une question éthique, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui se rencontrent et qui ont des conflits de valeurs, de normes. Donc, d'essayer de comprendre c'est quoi ça. Donc, si on n'a pas tout le monde le même point de vue, pourquoi on n'a pas le même point de vue? Bien, parce qu'on n'a pas les mêmes repères. On n'appuie pas nos points de vue sur les mêmes normes, sur les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes repères non plus culturels ou autres. Et donc, ça fait en sorte qu'on ne voit pas les choses de la même façon. D'être capable de nommer ces choses-là, puis de prendre conscience des tensions que ça génère. Parce que c'est là qu'on se rend compte que si moi j'ai une valeur X et quelqu'un a une valeur Y, ils sont en opposition, ça nous aide à comprendre pourquoi on n'a pas le même point de vue, puis qu'on ne ferait pas le même choix, puis qu'on est porté à porter un jugement de valeur, justement, sur les choix de l'autre, parce que on n'a pas les mêmes valeurs. On n'accorde pas de l'importance aux mêmes choses. Une valeur, c'est vraiment ça, c'est de dire, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance et qui vient influencer mes décisions, mes choix. Donc, comme je ne place pas les choses dans le même ordre, on ne fait pas les mêmes choix. Même si on avait les mêmes valeurs, même si on nommait 10 valeurs communes, le fait de ne pas les placer dans le même ordre d'importance, ça fait qu'on ne fait pas les mêmes choix. Donc, la réflexion éthique, c'est de faire ça, tous ces éléments-là, pour ensuite essayer de peut-être trouver quelles seraient des solutions qui pourraient favoriser la conciliation de ces points de vue-là. On peut proposer un ensemble de choix, d'actions possibles à faire. On peut se demander quels sont les impacts de ces choix, de ces décisions-là qu'on pourrait prendre. Et à la lumière de tout ça, essayer de trouver des avenues
qui vont favoriser la conciliation des points de vue. Puis là, on va souvent se rendre compte qu'il n'y a pas une seule bonne action à faire ou un seul bon choix, mais qu'il peut en avoir plusieurs et que selon le contexte, selon les sensibilités des uns et des autres, bien, tel choix va être plutôt favorable ou tel autre. Et donc, ça va amener plus de nuances, vraiment beaucoup plus de nuances. C'est ce qu'on vise à développer comme compétence ultimement chez nos élèves. Mais pour y arriver, on a besoin que nos dirigeants, nos enseignants, le personnel comprennent ça et qu'ils soient eux-mêmes capables de le mettre en pratique. C'est tellement bien expliqué, hein, ce que c'est la réflexion éthique. Il a dit c'est une démarche intellectuelle. On veut la rationaliser, on veut l'explorer, mais on passe au travers, à un moment donné, de l'identification des tensions. Mais moi, ce que je souhaite aussi, c'est vous rapprocher par le questionnement de ce que vous souhaitez sincèrement. T'sais, on parle de rationaliser. Moi, je veux que ça vienne de votre cœur. Je veux que ça vienne de votre cœur de parent quand vous allez intervenir auprès de votre enfant, que ça vienne du cœur, mais que vous l'ayez réfléchi parce que quelque part, il faut être conscient des tensions, des étapes qu'on va franchir avant d'arriver à définir la règle de vie ou de passer au travers d'une situation qui est complexe avec nos enfants parce que le numérique amène aussi ces situations-là. Je veux vous amener maintenant à vous outiller. Donc, j'ai 2 outils à vous partager et par la suite, on va avoir un temps de questions parce que j'imagine que ça a fait cheminer certaines réflexions chez vous. Avec l'appui du ministère de l'Éducation en lien avec le plan d'action numérique, on a présenté un numéro complet de l'École branchée sur la famille. Donc ça, c'est le magazine de l'École branchée qui est habituellement destiné aux enseignants, aux gestionnaires. Aujourd'hui, sur le site écolebranchée.com/famille, vous allez pouvoir le télécharger gratuitement sur la page d'accueil. Vous allez le voir. Donc, l'École branchée sur la famille, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. L'idée, c'est d'outiller les parents, mais surtout de créer cette alliance-là, équipe école-parents, pour accompagner les enfants à l'ère du numérique. Je vous invite à télécharger également les chroniques. Donc, sur la page d'accueil, vous allez voir une section qui est destinée aux chroniques. Et dans le dernier numéro de l'École branchée de l'hiver, vous allez voir tout le schéma qui est en lien avec ce que Benoît Petit a partagé. Il y a un bel article qui l'explique et même une invitation à partager ce que vous aurez vécu avec vos jeunes en lien avec vos habitudes de consommation. Donc, je vous invite vraiment à également partager, télécharger gratuitement les chroniques. Vous allez les recevoir par courriel. On a également créé un groupe Facebook pour vous permettre d'échanger avec nous, d'échanger ensemble sur nos préoccupations, sur des événements, sur des outils qui sont aidants. Donc, sur le site web, vous allez trouver le lien. Je vous invite à faire une demande d'adhésion. Ça va nous faire plaisir de vous inclure dans ce groupe-là. Et le deuxième outil, moi, je présente également une conférence qui s'appelle « Revenir à l'essentiel avec le numérique », qui s'adresse à tous les parents préoccupés par le numérique parce que j'y crois vraiment, c'est à nous comme parents de devenir ou de s'outiller pour mieux communiquer avec eux, pour voir, à déterminer ces règles-là. Et ma conférence, elle sert à ça. Donc, sur lafamille-de-ma-vie.com/conférence, vous allez trouver le descriptif des outils également en lien avec l'usage du numérique. Donc, ça, c'est les 2 outils sur lesquels je voulais vous inviter à prendre connaissance. Hervé a partagé le lien monurl.ca/dialogue constructif. Vous allez pouvoir revoir ces capsules-là, mais également en consulter de nouvelles. Vous l'avez vu, elles sont courtes, elles sont efficaces et elles sont accompagnées de questionnements qui sont extrêmement aidants comme parents. Mais pour terminer, ce que je souhaite pour vous, c'est vraiment que vous profitiez de cette ère du numérique pour solidifier vos liens parents-enfants. Parce que c'est vrai que ça amène beaucoup de préoccupations et la voie, selon moi, c'est vraiment de solidifier nos relations avec nos enfants pour être en mesure de les accompagner et de mettre des règles qui sont cohérentes avec notre famille. Puis j'y crois que c'est comme ça qu'on va définir ou vivre en harmonie familiale. Puis quand je dis harmonie familiale, ça ne veut pas dire une vie parfaite. Je ne crois pas que ce sera
jamais parfait, mais c'est toujours en construction, en évolution. Et ce sera certainement parfait pour vous quand vous aurez établi, trouvé les façons d'encadrer de façon aidante le numérique ou l'usage du numérique sur votre toit. Et je vous invite tellement à croire en vos enfants, en leur capacité d'évoluer, puis de vous surprendre au travers de ces enjeux éthiques. Et ils vont vous... moi, c'est ça que je vais dire, ils vont vous surprendre au travers du temps. Donc, donnez-vous du temps. Puis je partageais un peu plus tôt à Hervé le fait que j'ai l'impression qu'on a raté notre shot sur le mot « important ». Oui. Parce que moi, ce que je souhaite, ou ce que je souhaite profondément quand je reviens à l'essentiel, c'est faire de mon temps ce qui m'importe. Donc, faire ce qui est important, T-E-M-P-S, et non pas tant, T-A-N-T. Je ne veux pas faire tant, je veux faire ce qui m'importe de mon temps. Voilà, je trouve ça génial. C'est ma touche de la fin. Je vous souhaite vraiment une belle soirée. Puis de continuer de vous informer, de vous ouvrir et de définir vos balises. Super. Parce que, rappelons-nous-le, l'autorégulation, ça ne se fait pas tout seul. Ils apprécient, malgré qu'ils ne nous le disent pas toujours, ils apprécient qu'on soit présent. C'est juste qu'il faut savoir comment les encadrer Exact. de façon constructive. Alors, là-dessus, je pense que c'est important. Et merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que tu peux juste, Stéphanie, nous rappeler pour accéder au magazine, Oui. pour télécharger, peut-être juste nous rappeler l'adresse où il faut aller? Alors, sur écolebranchée.com/famille, vous allez trouver. Puis vous allez voir également différentes entrevues, différentes capsules sur la coéducation à l'ère du numérique. Je vous invite vraiment, vous en avez pour vous nourrir. Alors, merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Stéphanie, pour ceux qui étaient, qui a collaboré aussi à notre colloque l'an dernier, qui portait aussi sur le numérique. Définitivement. Et pour lequel on rendra bientôt disponible aussi les actes du colloque dans lesquels on reviendra sur les idées qui ont été partagées lors du colloque. Alors, la semaine prochaine, à l'occasion de la FCPQ en direct, on aura un autre invité, un autre organisme invité qui est l'Association québécoise Plaidoyer Victimes, qui nous parlera de cyberviolence dans les relations amoureuses des jeunes. Je vous invite à être au rendez-vous. Suite à cette présentation-là, la semaine prochaine, on fera relâche, nous, à la FCPQ en direct, donc après le 9 décembre, et on reviendra le 13 janvier avec de nouveaux sujets, de nouveaux invités aussi pour le reste de l'année. Donc, surveillez nos publications, Facebook, infolettres, page web de la Fédération des comités de parents du Québec pour en savoir plus sur ce qu'on aura à vous présenter au retour des fêtes à la FCPQ en direct. Alors, encore une fois, Stéphanie, je tiens à te dire un très, très grand merci. Merci c'est toujours à toi. un plaisir de collaborer avec toi et de te recevoir. Et je tiens à remercier les parents qui étaient présents ici avec nous ce soir. Et je vous souhaite des bonnes fêtes, des magnifiques fêtes remplies de joie avec vos familles.